Merci beaucoup pour la présentation. Donc, j'avais hâte de venir vous présenter aujourd'hui, étant donné que c'est des tout premiers résultats préliminaires de ma thèse de doctorat. Donc, c'est un projet qui initialement a été imaginé par la Maison Michel Sarrazin et que j'ai repris sous mon aile dans le cadre de mon doctorat. Donc, c'est par rapport à la validation et à l'évaluation de l'échelle MMS, Maison Michel Sarrazin, qui est une échelle de dépistage du risque de développer des lésions de pression chez les patients en soins palliatifs ou de fin de vie. Et simplement pour s'assurer que tout le monde comprend, les lésions de pression, c'est ce que certains appellent soit des plaies de pression ou des plaies de lit. Donc, je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Et aujourd'hui, bon, la police a vraiment tout fait changer, mais je souhaiterais que vous soyez en mesure de reconnaître la pertinence d'utiliser un outil de dépistage par les intervenants auprès des personnes qui sont à risque de développer des lésions de pression, particulièrement en soins palliatifs et en fin de vie, et plus spécifiquement d'identifier des enjeux relatifs au dépistage des lésions de pression chez cette clientèle-là et de nommer aussi des pistes d'amélioration spécifiques dans le cadre de l'outil qui va vous être présenté aujourd'hui. Et voici ma tentative d'associer ma présentation à des compétences CANMED que je ne connaissais pas avant aujourd'hui. Donc, pour ce qui est d'une mise en contexte rapide, c'est important de savoir qu'entre un quart et un tiers des patients en fin de vie, donc avec un pronostic de, on va considérer moins de 3 mois, vont développer des lésions de pression en cours de cheminement et qui a un impact important sur le confort et la qualité de vie. Les causes sont multiples, qu'elles soient intrinsèques ou extrinsèques, et les intervenants, la plupart du temps, essaient d'appliquer des interventions dans un but curatif, préventif, selon le potentiel de récupération de la personne. Et pour baser ces interventions-là, vont la plupart du temps utiliser des outils reconnus pour identifier les facteurs de risque spécifiques aux usagers. Parmi les outils qui sont utilisés, bon, il existe plusieurs échelles, l'échelle de Norton, l'échelle de Waterloo, mais la plus reconnue, la plus connue, un peu partout à l'international et ici aussi au Québec, c'est l'échelle de Braden qui spécifie quelques facteurs de risque de développer des lésions de pression, donc qui a fait l'objet d'études un peu partout depuis plusieurs années, mais, il y a toujours un mais, les patients en soins palliatifs ont malheureusement été un petit peu l'enfant pauvre de la recherche. On s'est moins intéressé à la valeur prédictive de l'échelle de Braden pour les personnes qui reçoivent des soins palliatifs et de fin de vie, alors qu'ils ont des facteurs de risque qui sont probablement très spécifiques. Ce qui fait qu'à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait réellement utiliser cette échelle-là pour baser les interventions cliniques pour prévenir les lésions de pression? On pourrait se poser la question à ce moment-là. Ce qui fait qu'en ce moment, on fait face à des faibles preuves de validation scientifique avec une échelle qui, pour les études qui ont été réalisées, démontre une association qui est assez variable entre le score de risque et l'apparition réelle d'une lésion de pression. Donc, on n'est pas capable de les prévenir, de les prédire. Il y a peu de corrélation significative entre le score et ça laisse les intervenants, particulièrement les infirmières qui complètent des échelles comme ça, à utiliser surtout leur jugement clinique pour déterminer le risque des usagers et baser leurs interventions cliniques. Mais la littérature nous dit que juste le jugement clinique, c'est pas suffisant pour prévenir de façon adéquate l'apparition des lésions de pression. Parallèlement à tout ça, un petit peu plus proche de chez nous, la Maison Michel Sarrazin avait développé, dans leur cadre d'un programme de prévention des lésions de pression, un outil maison, une grille de facteurs qui, malheureusement, en 2018, il y a une étude scientifique, je dis malheureusement, mais c'est des résultats quand même, a démontré qu'il n'y avait pas d'association significative entre les facteurs de risque identifiés et l'apparition d'une lésion de pression. Ce qui a fait qu'il y a eu un comité de pilotage qui, en 2022, accompagné d'une étudiante à la maîtrise en sciences infirmières, ont développé un nouvel outil clinique à partir de données issues de dossiers cliniques d'usagers, de la littérature et de concertation avec des experts. Ce qui nous amène à l'échelle Maison Michel Sarrazin, l'échelle MMS, qui, ce que je vais vous présenter, est sensiblement l'échelle telle qu'elle a été développée, outre pour l'aspect visuel pour lequel une collègue a réalisé un travail intéressant pour la mise en forme, qui vient couvrir 15 facteurs de risque selon une échelle de cotation allant de 1 à 4, qui va couvrir des facteurs de risque passant de l'âge au tabagisme, des aspects cognitifs ou communicationnels, l'activité, la mobilité, des conditions morphologiques ou tégumentaires, l'aspect nutritionnel et le microclimat qui inclut entre autres l'élimination et l'humidité de la peau. Donc le projet en soi
vise à évaluer les propriétés de mesure de cette échelle-là, dont la capacité prédictive auprès des patients en soins palliatifs et de documenter son acceptabilité clinique. C'est un projet en 3 étapes qui va permettre de produire plusieurs versions du prototype d'échelle qu'on a en ce moment. Donc, la première étant une validation de contenu auprès d'experts cliniques et méthodologiques. La deuxième qui est de réaliser des entrevues cognitives auprès d'intervenants cliniques pour avoir une perspective un peu plus, je vous dirais, pratico-pratique sur l'utilisation de l'échelle avant d'aller tester une collecte de données auprès d'une nouvelle version chez des personnes qui reçoivent des soins palliatifs et de fin de vie dans 7 milieux, autant hospitaliers, communautaires, hébergement. Donc, une collecte de données qui va se faire sur plusieurs mois afin d'avoir suffisamment de données pour procéder aux analyses statistiques. Et il y aura également un questionnaire d'acceptabilité à la 3e étape qui sera soumis aux intervenants qui vont avoir collaboré avec nous pour nous aider à faire la collecte des données. Donc, je ne passe pas en détail toute la méthodologie parce que j'aimerais bien vous parler des quelques résultats que j'ai qui sont tout chauds encore dans la dernière semaine. On a eu les derniers résultats des questionnaires soumis aux experts. Donc, j'ai séparé dans mon tableau, on avait posé des questions par rapport à la clarté et à la pertinence de nos énoncés, qu'on indique ici selon un indice de validité de contenu. Donc, simplement un niveau d'accord sur le niveau de pertinence et de clarté perçu dans l'échelle. On s'attendait bien évidemment à ce qu'il y ait des éléments améliorés vu qu'on n'avait pas fait de travail sur le contenu des facteurs de risque et des énoncés. Donc, il y a certains éléments au niveau de la clarté, par exemple la communication ou l'état de conscience qu'on savait déjà qu'il y avait du travail à faire, mais il y a quand même des pistes intéressantes. Puis par rapport à la pertinence, je vous dirais, globalement, même si j'ai séparé par des scores élevés ou faibles, la majorité de nos experts s'entendaient pour dire que les facteurs qui ont été identifiés dans l'échelle sont tous pertinents ou très pertinents. Et en plus de ces scores-là, on a demandé aux experts de nous émettre des commentaires spécifiques qui vont nous permettre de reformuler plus clairement les différents énoncés et de leur soumettre par après un nouveau questionnaire avec une échelle modifiée jusqu'à temps qu'on ait des indices suffisamment élevés pour la clarté et la pertinence. Puis la dernière information que je souhaitais vous donner, puis que j'ai recueillie à travers la multitude de commentaires un peu plus spécifiques ou généraux, premièrement, l'aspect visuel de l'échelle était très apprécié pour l'utilisation des icônes qui représentent les différentes catégories de risques. On nous suggère peut-être d'envisager la possibilité de créer un format soit qui va contenir des consignes ou des définitions des concepts qui sont utilisés dans l'échelle, ou bien que le format de l'échelle permette de faire un suivi temporel du score des patients au fil des semaines ou au fil des mois. Puis je vous dirais qu'il y a quand même un élément intéressant, mais qui est un défi dans ce projet-là. Ça va être de trouver un équilibre entre une échelle qui est assez exhaustive pour couvrir les facteurs de risque, mais qui est assez concise et facile d'utilisation pour des intervenants cliniques. Donc, il y a un processus d'attrition qui va se faire naturellement au fil du projet, mais on considère déjà ça. Puis un élément que je vais vouloir explorer aussi, c'est le fait que certains prédicteurs qui auraient probablement une force additive sur le niveau de risque du patient, tandis que d'autres auraient un facteur multiplicatif par rapport au risque. Donc, il y aura peut-être au niveau de la pondération des scores attribués des changements à faire à ce niveau-là. Donc, grosso modo, c'est ce que j'ai pu ressortir très brièvement afin de vous présenter quelque chose aujourd'hui. Je vous dirais à ce moment-là de rester à l'affût. Probablement que vous allez revoir ce projet-là dans d'autres congrès, d'autres conférences avec les résultats des étapes subséquentes. Puis ça me fera plaisir de parler un petit peu plus avec vous si vous avez des questions ou des commentaires. Merci beaucoup.